Et bonjour tout le monde, je suis actuellement à la ville de Toulouse. Je suis sur une visite pour ce week-end. Et là je suis un peu en attente actuellement pour le petit train touristique que je vous ai parlé la dernière fois sur YouTube. Donc là je suis sur la place, c'est juste à côté. Donc je vais vous dire à tout à l'heure pour la visite complète du centre-ville de Toulouse. Voilà. Pour l'instant vous avez une petite vue sur le Capitole. Je vous dis à tout à l'heure pour la vidéo complète avec les trains touristiques. A plus. Depuis le XIIe siècle, nos élus municipaux y travaillent toujours. Peut-être pouvez-vous en apercevoir un à la fenêtre. D'ailleurs, avez-vous remarqué les différents matériaux de cette façade? De la brique et de la pierre. La première, la brique, est la star de Toulouse. Elle lui a donné son surnom de ville rose en la teintant de rose au petit matin ou en fin d'après-midi. La pierre, quant à elle, est un vrai signe de pouvoir et de richesse ici. En effet, nous devions aller la chercher loin dans les Pyrénées et son transport coûtait cher. Elle n'était donc réservée qu'aux lieux de pouvoir et aux maisons de riches notables, exactement comme l'avait été la brique sous les Romains. Bonne balade, profitez bien. Tout au long, nous allons tourner vers la rue du Thor en passant devant l'hôtel du Grand Balcon devant vous, puis sur votre gauche. Il a accueilli certains des grands aventuriers de l'aéropostale, comme Antoine de Saint-Exupéry, l'auteur du Petit Prince, ou Jean Mermoz. Regardez sur votre droite cette grande église avec son clocher-mur imposant. Il s'agit de l'église Notre-Dame-du-Thor. Elle partage son nom de Thor avec la rue car tout autour sont attachés à l'histoire et la légende de Saint-Séverin. Laissez-moi vous l'expliquer. Dans la Toulouse romaine du IIIe siècle après Jésus-Christ, la cohabitation entre chrétiens et païens était compliquée. Les chrétiens croyaient à un Dieu unique, les Romains à une multitude de dieux. Saturninus, devenu Cernin en français, était un chrétien influent à Toulouse. Pour cela, il a été attaché par les pieds à un taureau. Le taureau, piqué à vif, le traîna jusqu'à son dernier souffle à travers toute la ville. La carte aurait cédé à l'emplacement de l'église. Alors devinez comment on dit taureau en occitan? Thor, évidemment. Le pauvre taureau aurait ensuite été tué à l'emplacement de la gare actuelle qui se nomme Matabio. De l'occitan, Matabou, tuer le bœuf en français. La plus gaie habite ces lieux. Dès le XIIIe siècle, la très commerçante rue du Thor était l'une des portes de l'entrée sur le quartier universitaire de Lyon. On le nommait quartier latin car on y enseignait en langue latine la théologie, le droit, la médecine et les arts. Sur votre gauche, un grand portail de pierre sculptée rappelle cela. Il ouvrait sur un collège, sorte d'internat pour les étudiants de l'université. Aujourd'hui, il s'agit de la deuxième cinémathèque de France après Paris.
Ah, nous y voilà. Je vous présente la basilique Saint-Cernin, un joyau de notre ville et de la chrétienté. Il s'agit de la dernière demeure de Saturninus, devenu Saint-Cernin, et considéré comme le premier évêque du Tournus. Dans ces élégants murs de briques et de pierre, le saint patron de Toulouse repose entouré de plus de 170 autres reliques, dont une épine de la Sainte Couronne du Christ. Cette grande richesse a attiré de nombreux pèlerins sur la route de Saint-Jacques-de-Compostelle. Son clocher, qui culmine à 67 mètres de hauteur, répond aux autres clochers octogonaux, soit de biface, dont celui du couvent des Jacobins, que je vous invite à aller admirer. La basilique Saint-Cernin, datant du XIIe siècle, est aujourd'hui l'édifice roman le plus imposant d'Europe, depuis la destruction de l'abbatiale de Cluny à la Révolution française. C'est pourquoi il a été classé au titre du patrimoine mondial de l'UNESCO en 1998. De décors et d'époque. Je vous invite maintenant à regarder devant vous. Au fond de la place, un immeuble enduit présente un décor en bas-relief de cornes de fleurs et de guirlandes. Il s'agit de l'hôtel du Barry, aujourd'hui lycée Saint-Cernin. Nous sommes au XVIIIe siècle sous le règne frivole de Louis XV. En ce temps, pour s'assurer richesse et prospérité, il fallait être bien vu par le roi. C'est ce que comprirent Jean du Barry et Jeanne d'Écu, connue comme la comtesse du Barry, lorsqu'ils s'associèrent pour charmer le roi. Cette dernière devint l'ultime favorite de Louis XV. Tous deux jouirent de tels privilèges que l'hôtel toulousain de Jean fut considéré comme l'un des plus luxueux de son temps. Et leur fortune fut de courte durée, car Jean fut décapité sur la place du Capitole. Espérons que les lycéens d'aujourd'hui sont plus sages que nos intrigants d'hier. En parlant d'élèves, laissez-moi vous en dire un peu plus sur le quartier universitaire que nous traversons. Aujourd'hui, très animé par des bars et des cantines étudiantes, il a été fondé lors d'une des périodes les plus troubles de l'histoire de la ville, la lutte contre le catharisme au XIIIe siècle. Pour les cathares, il y a d'un côté le bien avec Dieu et le monde céleste, et de l'autre le mal avec les hommes et le monde terrible. Ils cherchent donc à rejoindre le monde céleste. La dureté nécessaire à cela leur fait critiquer les abus de pouvoir de l'Église catholique et sa trop grande richesse. C'est ainsi que le conflit entre les deux naîtra. 20 ans de répression catholique viendront à bout de ce mouvement rebelle. Il sera alors décidé de fonder une grande université à Toulouse, ancienne plateforme du catharisme, dans laquelle la théologie catholique triomphera. Toulouse finira par rayonner par son savoir. Un dicton disait d'ailleurs « Paris pour voir, Lyon pour avoir, Bordeaux pour dispendre, Toulouse pour apprendre ». Au centre-ville, il ne reste plus que les universités de droit, d'économie et de sciences politiques dans le quartier sur votre gauche. Les autres sont à la périphérie de la ville.
Néanmoins, Toulouse est régulièrement élue meilleure ville étudiante de France, et le quart de sa population composée d'étudiants est un atout considérable pour son développement et son dynamisme. Tournons maintenant dans l'avenue Armand de Portal, un autre esprit rebelle de la ville au XIXe siècle. Mais ici, l'important est ailleurs. Voyez les anciens remparts médiévaux. Ils ont été construits au XIIe siècle autour du bourg Saint-Cernin que nous quittons. Ils complétaient 3 km de remparts gallo-romains déjà existants. Aujourd'hui, ce rempart protège simplement de la circulation les étudiants habitant de l'autre côté. Une question doit vous brûler les lèvres. Mais vous, pourquoi tant de briques? Eh bien, parce qu'il a fallu faire de nécessité vertu. Souvenez-vous, place du Capitole, je vous avais déjà indiqué qu'ici, pas de pierre, mais une profusion de terre argileuse. Alors, depuis l'Antiquité, on a confectionné des tuiles plates, d'argile et de sable. À la cuisson, en fonction de la teneur en fer de l'argile, elles prennent des teintes du beige à l'ocre foncé. Uniques, elles ont leur propre appellation, briques foraines. Rien à voir avec les attractions. Ce nom de foraine dérive plus certainement du latin foraneus, signifiant qui vient d'ailleurs. Car, en effet, les briques étaient faites ailleurs, à l'extérieur de la ville, dans ce que l'on appelait des tuileries ou briqueteries. La Toulouse School of Economics, qui sera également sur votre gauche, perpétue cette tradition en choisissant en 2020 une brique traditionnelle de confection locale pour son nouveau siège. Autre des briques, passons aux eaux vertes du canal de Brienne pour reprendre la formule de notre chansonnier Claude Nougaro. Sur votre droite, ce canal de 1,6 km fut construit pour permettre le passage des marchandises de la Garonne au canal du Midi, construit un siècle avant lui. Cette transition avec le fleuve est assurée par l'écluse Saint-Pierre que vous apercevez. Elle a une forme ovale qui ne doit rien au hasard. Elle permet de supporter la pression de l'eau lors du remplissage de l'écluse. Seul le béton armé permettra au XIXe siècle de faire des écluses rectangulaires. Recevez sur l'autre rive le dôme vert de l'hôpital de la Grave. Il accueillait au XVIIe siècle les pestiférés. Ces pauvres victimes de la peste avaient d'ailleurs été enterrées dans les fossés qui sont aujourd'hui le canal de Brienne. Ah, la place Saint-Pierre. Qui a étudié à Toulouse est forcément venu festoyer ici. Mais au-delà de cela, la place Saint-Pierre est un formidable endroit pour admirer le coucher de soleil depuis les marches sur votre droite.
Ce théâtre sur la Garonne vous permet aussi de contempler le pont de Saint-Pierre, véritable phénix. Rendez-vous compte qu'entre 1852 et 1987, il a été 5 fois reconstruit. Il s'inscrit dans le large patrimoine des ponts mouillés de Toulouse car les pieds dans l'eau. On en compte par exemple 10 sur la Garonne et 15 sur le canal du Midi. Maintenant, c'est l'instant carte postale. Sur l'autre rive, je vous présente le plus célèbre panorama de Toulouse. Du Dôme de la Grave au Pont-Neuf devant vous, le quartier Saint-Cyprien se déploie sur plus de 16 terrains de rugby, mesure officielle de la ville. Sur cette rive, le port Viguerie, tout en arc de cercle, a de lourdes portes de métal qui protègent encore les Toulousains des crues violentes de la Garonne. En effet, Dona Garona a le sang chaud. C'est son petit côté espagnol. Elle qui prend sa source dans le massif catalan de la Maladeta nous en a fait voir de toutes les couleurs. Par exemple, la grande crue de 1875 a détruit 1400 habitations. Épisode tragique pour notre ville qui n'avait inspiré au président de l'époque, Patrice de MacMahon, qu'une faible sortie en ces mots. Que d'eau, à laquelle, un peu moqueur, le préfet aurait répondu « Et encore, vous ne voyez que le dessus ». Heureusement, au XVIIIe siècle, les grandes digues-murs que nous longeons ont été construites. À l'attachement des Toulousains pour un aussi vilain fleuve. Eh bien parce qu'il est source de richesse. L'énergie hydraulique a amené la lumière à Toulouse et a permis le travail des artisans. Au port de la Dorade où nous sommes, on déchargeait le sable et les galets du fleuve, utilisés partout dans la ville. Jusqu'au XVIIe siècle, un pont de la Dorade menait à l'hôtel Dieu Saint-Jacques sur l'autre rive. Aujourd'hui, seule une pile subsiste. L'apercevez-vous? Ce pont menait les pèlerins de Saint-Jacques de Compostelle jusqu'à un hospice. Et oui, vous vous souvenez à la basilique Saint-Cernin, nous avons évoqué cette affluence de pèlerins. Eh bien, tous ces gens avaient parfois besoin de soins et d'assistance. C'est ce qu'ils trouvaient dans cet hôtel de Dieu. C'est donc au titre du chemin de Saint-Jacques de Compostelle que le monument fut inscrit en 1998 sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Au XVIe siècle, le roi François Ier accorda à Toulouse de construire un pont plus solide et grand, le Pont-Neuf. Vous le voyez devant vous. Il fut le seul à ne jamais céder à la Garonne grâce aux larges ouvertures dans ces piles que l'on appelle des pégueuloirs. Il laisse passer l'eau en cas de crue et évite une trop forte pression sur la structure.
sur votre gauche, dans un léger renfoncement, une porte en pierre sculptée dans un grand mur de briques. Il s'agit de l'hôtel d'Assezal, aujourd'hui Fondation Bemberg. Il abrite une collection d'art de la Renaissance jusqu'au début du XXe siècle. Ce joyau architectural est l'exemple de la richesse des commerçants de Toulouse au cours du XVIe siècle. Mais d'où venait cette richesse? D'une toute petite plante, Lysatis tinctoria. Ça ne vous dit rien? Il s'agit en réalité du pastel. En broyant les feuilles, on obtient une sorte de pâte, pastel en occitan, qui permet de teindre en bleu les tissus. Or, la teinture bleue était extrêmement prisée dans toute l'Europe de la fin du Moyen-Âge et de la Renaissance. Grâce à cet or bleu, des dizaines d'hôtels particuliers furent construits au XVIe siècle à Toulouse. À présent dans la rue des Marchands, qui fait aussi référence au commerce des tissus. Si vous levez les yeux sur votre droite, vers le premier étage de l'immeuble blanc et or, vous verrez de grandes femmes aux bras coupés. Ce sont des cariatides. Ces statues-colonnes du XIXe siècle font partie des décors en terre cuite des frères Virbent. Et oui, elles ne sont pas en pierre, mais bien en argile comme le reste de l'immeuble. Ce tour d'illusionniste, les deux frères l'ont répété un peu partout dans la ville. Ouvrez donc bien l'œil. Un indice, la place de la Trinité où nous arrivons en contient. Caractérise aussi la place de la Trinité, c'est la vie qui entoure sa monumentale fontaine. La première à avoir été alimentée au XIXe siècle par le château d'eau situé de l'autre côté de la Garonne, à Saint-Cyprien. Le château d'eau est aujourd'hui visitable et accueille de remarquables expositions de photographie. Il n'y a pas que le rugby et le cassoulet. Notre ville est une dame raffinée qui depuis toujours a fait une place de choix aux arts libres. J'en veux pour preuve l'Académie royale des Jeux floraux, qui a vu le jour ici même en 1323. Créée par 7 troubadours, gentilshommes et bourgeois toulousains, elle s'appelait alors la Compagnie du Quai Savoie. Ils organisaient des joutes poétiques en occitan, langue du sud de la France, pour défendre et promouvoir les arts lyriques de la région. Ce concours, existant toujours, a lieu tous les 3 mai chaque année. Les lauréats se voient décerner des récompenses sous forme de fleurs d'orfèvrerie, d'où le nom d'Académie des Jeux floraux. Ainsi, si vous savez parfaitement manier les mots en français ou en occitan, vous pourrez gagner une violette d'or. Mais s'il existe bien d'autres fleurs en occitan. L'une des figures attachées à cette académie, qui est aujourd'hui la plus ancienne société savante d'Europe, est celle des Défenseurs. Ah, les Défenseurs, elle est si bien au collège, dans les tableaux ou sculptures au sommet du Capitole, on en oublierait presque qu'elle n'a jamais existé. Et oui, la marraine de l'Académie est une pure invention des capitaux du XVIe siècle. En effet, incapables d'expliquer des mouvements d'argent entre leurs comptes et ceux de l'Académie, ils auraient inventé de toutes pièces une riche donatrice responsable de l'apparition de la somme litigieuse. Ils furent si convaincants que des siècles plus tard, la légende perdure et l'Académie des Jeux floraux continue de lui rendre hommage chaque année. Profitez du paysage, laissez-moi vous parler d'une des Toulousaines les plus célèbres de notre ville, Paul de Vigo. Son nom ne vous dit rien? Et pourtant, au XVIe siècle, elle était si convoitée qu'elle ne pouvait plus mettre un pied dehors sans qu'une foule gigantesque ne se masse autour d'elle. La raison? Vous la devinez peut-être, son incroyable beauté. La légende raconte qu'à la venue de François Ier de Toulouse, en 1533, c'était pour lui avoir remis les clés de la ville, sorte de témoignage de gratitude pour l'honneur qu'il faisait à Toulouse par sa présence. Instantanément subjugué par la jeune fille, le roi se serait écrié « Oh, la belle Paul !» C'est ainsi que son surnom de Belle Paul se retrouve.
Même si la rencontre entre les deux n'est pas avérée, et certainement improbable, il n'en reste pas moins que la belle Paul a bien existé et qu'elle a brillé beaucoup plus que sa beauté. En effet, Paul de Viviers sut s'imposer dans le monde culturel et artistique de son époque. En tenant des sortes de salons d'artistes dont les modèles particuliers, elle permet au petit monde artistique toulousain de s'épanouir et de devenir l'un des plus foisonnants de la Renaissance française. Poétesse elle-même, elle composa un poème particulièrement touchant dédié à son fils décédé très jeune. C'est pour cela qu'une des maternités de Toulouse porte son nom. Beaucoup d'autres lieux de la ville sont empreints de son souvenir, entre réalité et légende. Par exemple, dans la salle des illustres du Capitole, accessible gratuitement à tous, vous pourrez trouver son portrait imaginé par Henri Rachon à la fin du XIXe siècle. Elle y est représentée à son balcon devant une foule de Toulousains. Cela évoque l'un des épisodes les plus célèbres de sa vie. En effet, lassée de ne pouvoir sortir de chez elle en paix, elle avait fini par se cacher. Les Toulousains, ne l'apercevant plus en ville, commencèrent à protester. Les capitouls, pour mettre fin à ces esclandres, l'obligèrent à se montrer 2 fois par semaine à son balcon. Une célébrité comme on n'en fait plus. Votre gauche, dans la rue Montardy, se trouve l'un des meilleurs glaciers de la ville. Sorbet d'amour, il est impossible de résister. Alors, comme nous le conseillait le grand Oscar Wilde, la meilleure solution est encore de céder à la tentation. D'autant plus que sur présentation de votre ticket du petit train, une réduction vous y est accordée. Et si vous voulez allier plaisir et culture, vous pourrez déguster votre glace sur le chemin vers le théâtre de la Cité, qui se trouve au bout de la rue à droite. Ce centre dramatique national est un vivier extraordinaire de création et fait la fierté de notre ville. Débouchons maintenant sur l'étonnante place Wilson. C'est le carrefour de tous les axes de transport de la ville. Pourtant, elle abrite une paisible placette avec des arbres exotiques. Au centre, dans le bassin, le poète occitan le plus lu et imprimé, Père Gaudelin, prononcé Pierre Bouly, coule avec sa muse la Garonne des jours heureux.
sur le boulevard de Strasbourg qui longe le tracé des anciens remparts de Thiers. Vous souvenez-vous près de l'université de ce long mur de briques? Vous imaginez le même sur votre gauche, uniquement interrompu par quelques portes. L'une d'entre elles se trouvait au niveau de notre prochain virage à gauche. En attendant, faisons un saut dans le temps. Au XIXe siècle, en France, suivant l'exemple de Paris, de nombreuses villes ont repensé leur paysage urbain pour des questions d'hygiène. En effet, les grandes villes n'avaient souvent que peu évolué dans leur plan depuis le Moyen-Âge. Il y avait donc de gros problèmes de salubrité. La percée de grands boulevards permettait de faire circuler l'air. À Toulouse, il s'agissait aussi de décloisonner la ville qui prenait de l'ampleur. Messieurs, c'est bientôt la fin de cette visite. Tout juste le temps pour moi de vous présenter la rue Alsace-Lorraine devant nous, au-delà du carrousel. Il s'agit de l'artère commerçante piétonne la plus longue de la ville. Comme vous ne manquerez pas d'y repasser, je vous invite à bien ouvrir l'œil car de petites curiosités s'y trouvent, telles qu'une horloge à 24 chiffres ou l'incroyable façade art déco tout en mosaïque de l'ancien siège de la Dépêche du Midi, notre journal local. Maintenant la rue Rémusat. À la prochaine intersection à gauche, vous pourrez bientôt apercevoir les bagues de béton blanc du marché Victor Hugo. Véritable institution toulousaine, ce marché couvert datant de 1959 permet de découvrir les meilleures spécialités de notre terroir au rez-de-chaussée et de les goûter cuisinées à l'étage. Non par une histoire d'amour et de lutte. Au XIXe siècle, un éminent homme politique toulousain rencontra la petite fille du plus célèbre des marquis français outre-Atlantique. C'est ainsi que Charles de Rémusat épousa en secondes noces Pauline Lastérie, descendante du marquis de Lafayette, héros de l'indépendance américaine. Toulouse garde en mémoire ce mariage car la rue Rémusat s'unit à la rue Lafayette au niveau de la place du Capitole. On sait être romantique dans la ville rose.
suis de retour sur la place du Capitole. J'ai été ravie de vous guider dans ma ville. Au plaisir de vous faire découvrir un autre aspect de Toulouse avec notre deuxième circuit de visite dit Canal du Midi. Veillez à ne rien oublier dans le petit train et à Dichat comme on dit en occitan. Et voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère que cette visite avec le petit train touristique de Toulouse vous a plu. Cet après-midi, je vais aller faire un petit tour sur le bord de la Garonne avec le bateau touristique de Toulouse. Ça fera montrer un autre aspect de la ville de Toulouse et puis je vous dis à cet après-midi. Allez, ciao, bye bye.